Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Micard, côté court. Pierre Persson, ancien député de Paris. J'ai ressorti un deuxième rapport parce que c'était un peu le paléolithique en 2018 et 2020 était arrivé. Je ne dis pas qu'on était arrivé à la céramique, mais un peu. Et donc on est dans ces tranches d'âge où en fait il y a une telle accélération que ça va extrêmement vite. Et je suis sûr qu'en 2024 et en 2025, si tant est que le marché en termes de prix se redresse, le marché n'aura rien à voir en termes de structure, de valeur, etc. Dans ce hors-série, nous suivons les premiers pas de Pierre qui a été un soutien incontestable de l'écosystème crypto en France ces dernières années. Ce dernier revient sur la façon dont il a pris connaissance de tous ces sujets et la manière dont lui et ses équipes ont constitué 2 rapports sur la crypto. Vous comprendrez donc comment les auditions ont été menées, les discussions et débats suscités, les personnes rencontrées et bien entendu les conclusions qui ont été apportées. Nous revenons sur la création de la loi Pacte et avons aussi droit à un retour terrain de Pierre sur la perception des parlementaires en France et en Europe sur tous ces sujets liés à la blockchain. Il est question des coulisses du règlement MiCA, la portée et l'origine du corpus de texte, les négociations, les débats, le trilogue, les crispations et enjeux au niveau français et bien entendu aussi au niveau européen. Nous terminons enfin sur MiCA 2 et sur ce que nous devrions entrevoir dans les prochaines années. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour. Merci de me rejoindre chez Okimpton pour enregistrer cet épisode ensemble. Est-ce que je pourrais te demander, s'il te plaît, de te présenter avant qu'on parle du sujet qui nous intéresse aujourd'hui ? Oui, alors j'ai été ancien député de Paris pendant 5 ans, la précédente législature. Avant, j'ai été conseiller du président de la République pendant un court laps de temps. Et puis j'ai eu une autre vie dans le droit et dans le conseil. Voilà, ça, c'était ma première vie. Donc j'ai souhaité en fait repartir vers une activité privée parce que je pense que la politique, ça doit être un laps de temps dans la vie et il faut savoir changer. Super, parfait, merci beaucoup. Alors, on ne parle pas du tout politique, on va parler de l'écosystème crypto et de réglementation. Même si c'est très politique. Oui, tout à fait, c'est ça que tu vas nous raconter, c'est ça qui m'intéresse. Avant qu'on parle de ça, de ce sujet-là, j'aurais aimé que tu nous parles de ta découverte de cet écosystème-là il y a quelques années. Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser et quelle était ta perception ? Alors, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'était en 2013 ou en 2014. J'ai découvert à la fois le Bitcoin, mais j'ai surtout aussi découvert la techno qui était derrière, la blockchain. Et d'autres dérivés, parce que c'était ce qu'on appelle les altcoins, donc en fait d'autres coins que le Bitcoin. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le sujet. J'ai commencé à traduire, je crois, des white papers, des documents un peu techniques, mais qui expliquaient en fait le fonctionnement de ces coins. Et c'était à titre personnel ? Oui, c'était personnel, c'était pour découvrir. Puis parce que je trouvais que dans les fondamentaux politiques même de cette technologie, il y avait des choses à faire et que c'était très intéressant. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir en fait une connaissance. Après, mon activité professionnelle et militante s'est largement accrue, donc j'ai moins eu le temps. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée en 2017, il se trouvait qu'on était dans ce qu'on appelle le premier bull market, qui est vraiment le premier moment haussier après 2015, mais donc un moment où il y a eu beaucoup de presse généraliste qui s'est saisie de la question. Et le sujet est revenu dans le giron en fait à la fois politique, opinion publique, généraliste. Et je me suis dit qu'il était bon qu'on l'entrevoie sous l'angle politique, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire projection, la vision, qu'est-ce qu'on voyait de cet écosystème, de cette technologie, et qu'on travaille dessus pour éviter en fait les rapports qu'on avait pu avoir sur Internet. Pas citer rapport Terry ou autres, mais qui ont été des rapports qui aujourd'hui sont des running gags dans la mesure où on faisait le pari de technologie contre d'autres technologies, ou alors on disait que cette technologie n'aurait pas d'avenir alors que Internet, on sait ce que ça devient. Donc j'ai souhaité en faire un travail de prospection sur le sujet. Donc j'ai rendu 2 rapports, le premier avec la commission des finances, ensuite un rapport qui a fait suite à ce premier rapport qui faisait un second état des lieux. Le premier en 2019 qui a permis aussi de consolider la base législative tant réglementaire, donc l'aspect régulatoire, etc., et la fiscalité.
et donc le loi Pacte, le PSAN, tous les agréments qui en fait ont constitué la première mouture du cadre législatif en France. Et puis en 2020, je me suis réintéressé à la question, dans le sens où je voyais bien qu'il y avait des bougées d'un point de vue de l'écosystème, il y avait des cas d'usage qui étaient apparus, il y avait des acteurs qui étaient devenus systémiques. Et là où en 2017-2018, il y avait peu de croyances, c'est-à-dire que certains s'étaient dit, il y a eu cette bulle, mais tout va tomber à zéro, c'est qu'un effet de mode, effet d'aubaine. Comme maintenant d'ailleurs. Ouais, alors, je ça pense a un peu évolué quand même. Non, mais c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai découvert ça en 2013. La bulle a éclaté en 2018. En 2018, je me suis posé des questions, mais nombreux ont été ceux qui se sont dit, mais est-ce que ça va remonter ? Pas simplement les cours, est-ce que l'écosystème va se développer, etc. Et en fait, j'aurais pas dû douter. Voilà, c'est le seul moment où j'ai douté. Et entre 2018, 2019 et 2020, en fait, l'écosystème a explosé parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, de capitaux. Les levées en ICO, qui s'est retrouvé pas être le meilleur des mécanismes de financement, a pourtant quand même inondé de liquidités. En fait, beaucoup d'acteurs qui se sont trouvés systémiques avec une grosse croissance et qui ont développé leurs produits. D'autres pas du tout, mais ça on y reviendra peut-être. Et puis en 2020, il s'est trouvé que le cours était haussier, soutenu dans une logique monétaire, macroéconomique aussi, qui a permis l'explosion des actifs un peu risqués. Et on est à la fois entendu parler de sujets. Ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'en fait, les gens pensent et croient en cette technologie en fonction du niveau des cours. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce qu'aujourd'hui, en effet, on est retourné à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Les PE ratios sont quand même assez faibles sur certains projets. Ouais. Donc, il n'y a pas de conseil en investissement, mais je pense que c'est quand même un meilleur moment de faire un investissement en 2022 que ça a été le cas en 2021. Mais donc on voit bien qu'il y a des structures aujourd'hui qui se créent. Il y a un changement même d'intérêt de la finance traditionnelle new-yorkaise qui est passée à Palo Alto. Donc on voit bien des shifts assez conséquents, et on sait que en fait au-delà de la simple valeur, du prix, la notion de prix, la valeur derrière sous-jacente, elle est extrêmement forte, et elle va structurer un pan de l'économie. Donc voilà, donc j'ai ressorti un deuxième rapport parce que c'était un peu le paléolithique en 2018, et 2020 était arrivé. Je dis pas qu'on était arrivé à la céramique, mais un peu. Et donc on est dans ces tranches d'âge où en fait il y a une telle accélération que ça va extrêmement vite. Et je suis sûr qu'en 2024 et en 2025, si tant est que le marché en termes de prix se redresse, le marché n'aura rien à voir en termes de structure, de valeur, etc. Juste pour revenir sur ces rapports, ça m'intéresserait que tu nous expliques comment on construit ces rapports-là. Est-ce qu'on forme une équipe ? Est-ce qu'on conduit des interviews ? Comment ça se passe ? Et si tu pouvais revenir sur les conclusions de ces deux rapports. Oui, alors les deux, c'est le même process. Après, ça dépend du rapporteur, de celui qui écrit le rapport. En l'occurrence, c'est toujours c'est le député. Le député décide en fonction d'un cadre qui lui est plus ou moins contraint, mais c'est lui qui décide in fine d'auditionner un nombre d'acteurs qu'il a fléchés. Donc c'était le cas en 2018. L'écosystème était peu vaste en France, donc on a auditionné des experts à la fois, on va dire des économistes, des entrepreneurs, des chercheurs, des régulateurs, des banquiers centraux. On avait fait 100 ou 150 auditions. Sur l'Europe ou sur la France ? Non, sur la France principalement, avec quand même une dominance européenne, mais sur la France. C'était d'ailleurs la différence avec le deuxième rapport. Et de ça, j'étais pas très satisfait des conclusions que j'en ai tirées. Qui étaient lesquelles ? Non, en fait, c'était très disparate, mais surtout, je n'avais pas réussi à trouver dans les prises de position et dans les auditions des facteurs de commun et des propositions. Et d'ailleurs, je suis revenu un peu bougon auprès de mes auditionnés en disant ok, vous êtes très fort sur le constat, ça va pas, etc., mais qu'est-ce que vous proposez ? Et je voyais bien qu'il y avait un peu de difficulté à sortir des propositions cette fois-ci concrètes pour améliorer le quotidien. Et c'était quoi ce qui n'allait pas ? Il n'y avait pas d'encadrement spécifique ? Il n'y avait pas d'encadrement. Oui, au-delà de ça, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement, parce que très souvent, parfois les gens voient l'encadrement comme étant une source de difficulté. Parfois, on peut aussi voir de l'autre sens en disant s'il y a un encadrement, c'est qu'il y a une lisibilité, une transparence, une stabilité qui permet de créer le business. Dans l'autre sens, il n'y avait pas d'encadrement, et donc parfois, on ne savait pas dans quelle case mettre ces objets. Les entreprises avaient du mal à ouvrir des comptes, ce qui est toujours le cas des comptes bancaires.
Et la fiscalité, elle était très instable. Donc tous ces ingrédients faisaient que c'était explosif lorsque vous vouliez créer une société. Donc j'ai reconvoqué en fait tous nos auditionnés qui donnaient de leur temps et de leur c'est quasiment un peu militant, mais ils ont énormément contribué, les avocats, etc. Et on les a tous mis autour d'une table à Station F pendant une journée de travail. Ouais. Cette fois-ci, ils ont eu des vraies propositions chacun qui étaient parfois antagonistes. Et donc là, j'ai tranché. Okay. Voilà, j'ai tranché et ça a permis de constituer aussi les bases propositionnelles d'un rapport. Je pense que c'est important quand vous êtes un politique, en fait, déjà d'une part de demander l'avis des experts. Et ensuite de faire son miel de tout ça, d'avoir bien entendu de faire un choix. Le politique, il n'est pas là simplement pour transcrire ce que pense en fait l'acteur privé. Il est là pour faire un choix, mais c'est bien qu'il se base sur ce qui est le réel. Donc ça a donné lieu à une partie de la loi Pacte. Et puis en 2020, j'ai vraiment voulu m'étendre parce que il y a beaucoup de Français dans ce secteur. Ils sont beaucoup à l'international, malheureusement. J'aimerais qu'ils reviennent en France parce que je pense que on a tout un intérêt que les grosses structures, en fait, elles soient en France. Si on veut pouvoir exercer notre souveraineté. La souveraineté, elle n'existe que si en fait on a des entreprises sur notre territoire, surtout dans un cadre où c'est Internet et donc le cyberespace fait que c'est partout, il n'y a pas de frontières. Et donc on peut pas plaider pour la souveraineté des GAFA si on n'a pas en fait des GAFA sur notre territoire. Ouais. Je pense que c'est la base. Et donc là, je suis étendu dans mes recherches à travailler avec tous les protocoles américains, anglo-saxons, asiatiques, les fonds, tous ceux qui gravitent en fait dans l'écosystème. Ça a été très riche parce que l'écosystème a été multiplié par 100 en termes d'activité, en termes de boîtes entre 2018 et 2020, donc ça n'avait plus rien à voir. Et surtout, les cas d'usage étaient totalement différents. On voyait naître les prémices de la finance décentralisée, de tous ces protocoles qui parfois répliquent en fait, des services qui sont usuels, en fait, habituels dans le cadre de la finance traditionnelle, mais avec d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de gouvernance, un rapport direct parfois à l'investisseur, au consommateur. Et donc c'était très intéressant d'imaginer quels allaient être les problèmes. Donc mon deuxième rapport a été différent, c'est-à-dire qu'il n'a pas abouti à il y a des propositions, mais il n'a pas abouti à un texte de loi. On était en plus en fin de quinquennat, donc c'était difficile. J'espère que une partie des dispositions seront reprises. Mais en plus, on était dans un temps différent. C'est-à-dire qu'en 2018 et 2019, nous avons mis en œuvre en fait une loi qui était clairement exhaustive par rapport à toutes les autres lois. Quand j'allais voir le régulateur à Hong Kong ou autre, en fait, il y avait pas de texte. Il y a d'ailleurs toujours pas de texte aux États-Unis. On parle beaucoup du régulateur américain, mais la base légale, elle est très jurisprudentielle et elle se base quand même sur de l'existant. Donc il y a un enjeu très certainement de faire évoluer de part et d'autre les textes. Mais donc la France a été avant-gardiste sur ça et je pense que c'est une bonne chose. On reviendra sur le texte européen. Je pense parfois il ne faut pas surréguler, se précipiter sur la régulation. Mais là, ça permettait de donner un cadre. Et comment dirais-je, en 2020, on était un peu hors du cadre. C'est-à-dire qu'il y avait des activités qui avaient émergé qui n'était plus dans aucune catégorie. Donc il a fallu revenir sur ça et envisager que c'était à l'échelle plutôt de l'Union européenne qu'il fallait traiter ce sujet, d'où MiCA qu'on évoquera, et qui donc maintenant fait que nous sommes dans un autre timing. C'est-à-dire si MiCA s'est un peu inspiré du droit français, du prémisse du droit français, aujourd'hui maintenant on est dans une logique de marché au niveau européen, ce qui est une bonne chose, je le pense, parce que ce marché doit se structurer de manière unifiée face aux États-Unis ou face à l'Asie. Oui. Et donc on était dans un autre temps législatif qui est moins à la main en fait du parlementaire français. Aujourd'hui, la subsidiarité du droit communautaire fait que à part la fiscalité ou à part certains actes réglementaires qui viendront préciser le régime ou qui viendront parfois le durcir, ça dépendra des autorités de régulation et des autorités politiques locales. Je pense que maintenant le cadre est posé au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup, c'était très clair. Juste dernier point, je pense qui est intéressant que tu nous précises, c'est le degré de connaissance des parlementaires et des députés sur ces sujets. Est-ce que c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt ou tu as senti quand même des questions, Ça suscite des questions. Si ça suscite des questions, c'est qu'il y a de l'intérêt, c'est manifeste. Parfois, je pense que, tout comme dans nos entourages respectifs, certains ont du mal à dépasser en fait la simple lecture qu'ils en ont fait dans la presse généraliste avec les poncifs habituels où on a une forme de myopie sur les risques. Donc, terrorisme, financement lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Tout ce qu'on peut entendre de manière usuelle dans la presse généraliste, que je constate et conteste parce que je pense que ça fait beaucoup de mal.
Donc oui, le parlementaire est un citoyen comme tout le monde en fait, et donc certains sont intéressés parce qu'ils en ont. Voilà, ils ont des cryptos. D'autres se posent des questions parce que leur fils, leur fille a investi dans les cryptos. Et donc au moins ils en une parlent. forme d'intérêt. Il y a une forme d'intérêt. Après, il n'y a pas de spécialiste. J'ai toujours un peu regretté, manquer clairement de soutien dans l'accomplissement des textes sur le sujet. Et de l'autre côté, vous avez une administration qui est plutôt attentiste, qui voit l'intérêt quand elle l'aborde d'un point de vue économique, mais qui est aussi pris entre le marteau et l'enclume des banques, où il n'y a pas... Voilà, il y a deux mondes qui s'achoppent en fait, et ça on le voit beaucoup. L'administration, le régulateur, il est là aussi pour assurer l'intérêt général, l'intérêt public, et puis il y a des rapports de force qui se jouent entre différents lobbies. Voilà. Parfait, donc sans surprise. Ok, alors ça m'intéressait en effet qu'on parle de Mika. Mika, alors de l'intérieur, toi tu l'as beaucoup plus suivi, même si tu es député, enfin tu étais à l'époque député en France et donc pas député européen, mais donc tu as quand même suivi la façon dont le texte a évolué, a été pondu. J'aimerais que tu nous en parles, nous expliquer un petit peu le parcours de ce texte qui a commencé il y a quelques années, suite justement à l'émergence de ces ICO, etc. Comment ça a été pondu, nous donner un petit peu d'inside info. Alors c'est un texte qui s'est réalisé très récemment, vu que le trilogue a abouti au mois de juin. Donc en effet, c'est un texte qui était en gestation pendant longtemps. Les premières versions datent de 2020. Et puis le processus législatif au Parlement européen est assez long, tout comme en France. Mais il a été raccourci parce qu'il y avait un enjeu sous la présidence française d'avoir un accord sur ces textes-là. Qui a supporté au départ le texte ? C'est la Commission qui a rédigé la première version. Ensuite, après, elle a été débattue par le Parlement européen. Puis, il y a donc ce qu'on appelle le trilogue, qui est en fait l'équivalent de la CMP en France avec les institutions européennes, donc avec différents pouvoirs, mais c'est la commission mixte paritaire. Et donc, en fait, c'est une enceinte où on regarde la copie, puis sur les points de divergence, on essaie de faire atterrir les États membres, le Parlement, etc. Donc là, le texte, ça y est, a été voté, entériné quasiment. Il est définitif. Il le sera totalement lorsque les actes délégués, donc les actes un peu réglementaires, sont pris en application. Ça met un peu de temps. Et c'est un texte qui, sur le fond, est une bonne chose parce que je pense que le marché européen doit être unifié. Il y avait trop de dumping entre les États membres, de ceux qui avaient une législation sur la question, de ceux qui attendaient MiCA, de ceux qui étaient très ouverts, puis ceux qui étaient très fermés. Je pense que c'est important que pour des acteurs au sein des États membres qui veulent s'étendre, qui veulent pas se porter au sein d'autres États membres, il y ait cette possibilité d'avoir une lisibilité, une absolue transparence en fait sur quelle est la réglementation et qu'elle soit plus unifiée. Après, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que si on rentre dans le détail du texte, le texte va être très dur pour les acteurs européens. Et donc c'est pour encadrer, si tu pouvais juste résumer l'objectif du texte. Il y a trois textes déjà, enfin 3 textes fondamentaux. Le premier texte est régime pilote. C'est un régime pilote, c'est plutôt celui qui touche à toutes les activités de marché, sachant qu'en fait les cryptos, on devrait préciser cela tout d'abord, c'est que les cryptos ont des déclinaisons à peu près dans tout secteur. Ouais. Ça peut être le secteur de marché, des actifs risqués, ça peut être de la levée de fonds, etc., avec un support qui est un support crypto. Demain, vous n'aurez plus de titres financiers traditionnels, tout sera sur la blockchain. Ouais. Je veux dire, c'est clairement certain. Et donc, le régime pilote, lui, s'attache à la question en fait, des activités de marché, échange de titres, instruments financiers. Le deuxième texte, c'est texte MiCA, qui régule principalement 2 choses. L'aspect plutôt monétaire, donc tout ce qui est dérivé, stablecoin, monnaie électronique. Et la deuxième chose, qui est notre équivalent PSAN, qui sont les actifs numériques, qui ne sont à la fois pas des titres financiers et qui ne sont pas de la monnaie électronique. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle les utilities qui ouvrent un droit d'usage, une forme de créance, mais plutôt de faire, plus qu'une créance monétaire, dans l'exercice de ce jeton. Et donc le texte MiCA, c'est un texte indispensable parce qu'il vient régir le cœur d'activité aujourd'hui qui est déjà existant, qui est donc les stablecoins et les utility tokens, qui sont un peu des droits de gouvernance, etc. Et le troisième texte, c'est TFR, qui est un texte en fait qui est plutôt sur AML, donc en fait qui est plutôt KYC AML, qui est plutôt sur tout ce qui est le volet compliance, contrôle interne, contrôle des flux. Et c'est un texte qui vient
préciser des règles, qui vient notamment étendre la Travel Rule, qui est la règle qui s'applique entre acteurs centralisés, transfert d'informations, et qui vient de l'étendre notamment aux acteurs crypto, et aussi qui va au-delà, ce qui est d'ailleurs contestable et dommageable, qui est ce qu'on appelle les on-hosted wallets, mais qui est un peu une application des recommandations du GAFI en la matière, qui date d'il y a un an. Oui. Et donc ces 3 textes forment un corpus d'ensemble sur la question des cryptos, qui n'est pas totalement exhaustif, dans la mesure où... Il n'y a pas la DeFi. Voilà, exact. Alors, il y a une partie de la DeFi, mais c'est pas très clair. Ouais. Et il y a surtout plein d'éléments qui ne rentrent pas dans des cas juridiques aujourd'hui, parce qu'ils correspondent à de nouveaux usages qui ne sont pas toujours appréhendés en fait, par le texte. D'accord, merci beaucoup d'avoir clarifié ce point-là. Donc tu disais, il y a eu le trilogue, mais il y a eu beaucoup de stress. On a senti en mars, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un zoom sur ces blocages, cette situation de blocage, et quels étaient les freins en fait pour que ça passe pas en l'état? Il y a eu des débats, malheureusement, qui étaient des débats très politiques au mauvais sens du terme, des débats qui étaient plutôt des débats de posture sur plutôt l'utilité. C'est-à-dire que je pense que chez certains groupes de parlementaires, il y a toujours cette conception que ces choses-là ne sont que des objets spéculatifs, qui ne servent à rien en fait pour l'humanité, tout simplement, pour nos sociétés, et qu'au-delà de ça, ils sont vecteurs d'insécurité, de risques et de pollution. Donc certains ont conclu de la sorte en disant il faut interdire tout ce qui est donc la preuve de consensus par la preuve de travail, et donc in fine il faut interdire le Bitcoin, etc. Donc il y a eu des textes qui étaient clairement assez dangereux, je pense, pour l'écosystème. Dogmatique. Oui, des prises de position dogmatiques. Non, mais ça c'est certain. Je veux dire, il n'y avait pas vraiment de nuances dans les propos. Il y a plein de chiffres et plein de thèses qui contredisent ces présupposés. Donc oui, c'était dogmatique. Mais les conséquences en fait de ces dogmes étaient très clairement des prohibitives. Donc il y a eu des débats là-dessus. Et les principaux débats, donc c'était sur l'interdiction en fait de certaines blockchains, tout simplement. Et donc en fait des titres émis par ces blockchains, en tout cas des jetons émis par ces blockchains, et donc la possibilité pour des acteurs centralisés de les lister. Donc en fait, vous n'auriez pas pu lister Ether en l'état, Bitcoin, etc. C'était les propositions, c'est pas passé. Et le deuxième pan, c'est un plan. Enfin, c'est très politique dans le sens où c'est une vision des choses, et de dire aujourd'hui, cette technologie, elle permet parfois de faire du monétaire, parfois donc du paiement. Elle permet de faire de l'investissement. Elle permet d'autres choses, enfin, qui doivent être régulées en fait, comme du paiement, comme de l'investissement, etc. Et le problème dans tout ça, c'est que ça a chopé deux visions des choses. Certains qui décorrélaient la technologie et en fait le fonctionnement qui était totalement différent, qui est plutôt mon cas, en disant cette technologie ne fonctionne pas comme les moyens de paiement traditionnels, elle ne fait pas intervenir des acteurs centralisés de la même façon, ou tout du moins il y a des nouveaux acteurs qui ne peuvent pas être régulés avec les règles traditionnelles. Donc arrêtez de vouloir transposer en fait les règles qui s'appliquent aujourd'hui aux géants bancaires, aux acteurs de la finance traditionnelle, parce que je pense que même s'il faut le même cadre de sécurité, on ne peut pas appliquer les mêmes règles. Donc nous devons inventer en fait un nouveau cadre. Et il y avait ceux qui disaient non mais ce truc-là ne sert pas à grand-chose, ce truc-là est nocif et polluant, et en plus il s'exonère de toutes les règles aujourd'hui, s'affranchissant en fait des règles qu'on fait peser aujourd'hui à des acteurs systémiques. Donc nous devons transposer ces règles. Et je pense que c'est plutôt cette deuxième vision qui a gagné malheureusement. Et les discussions n'ont pas été très intelligentes, c'est-à-dire que elles n'ont pas fait elles ont plutôt fait fi de la concertation. Elles sont passées extrêmement rapidement et elles n'ont pas voulu réinventer un nouvel ensemble de normes avec des mécanismes différents qui aurait fait sens au regard de cette technologie et de son fonctionnement. C'est d'ailleurs mon regret, parce que je pense qu'on pouvait avoir le même niveau de sécurité pour les épargnants, pour les investisseurs, aussi pour l'intérêt général, c'est-à-dire éviter le blanchiment d'argent au financement du terrorisme, ce qui est quand même négligeable, en tout cas pour le financement du terrorisme. Le blanchiment d'argent, c'est plus important. Mais donc le vrai sujet, il était plutôt de faire preuve en fait, d'ouverture, et pas toujours été le cas. Oui, mais il y a déjà la crainte du nouveau. Hein, toujours. Voilà, ça c'est évident. Et puis certainement aussi les lobbies
bancaires et de la TradFi, on va dire. Parce que ça, moi, je trouve que ça transforme tellement. Il y a tellement d'enjeux de transformation pour l'industrie, parce qu'il y a beaucoup. Tu parlais des titres financiers, ça, c'est un des éléments. Mais en fait, dans les paiements, ça révolutionne aussi beaucoup de choses. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, et ça, tu nous le diras ou pas, il y a eu quand même des enjeux des jeux de lobbying. Moi, j'ai pas vu. Je pense que j'étais pas suffisamment proche et comme c'est pas moi qui était faiseur de la loi, en tout cas qui votait la loi, j'ai pas eu les interactions. Après, il y avait en tout cas des différences de vision entre les acteurs, entre des parlementaires, par exemple, plutôt allemands, qui étaient très figés sur la question monétaire, donc sur MiCA. La question des stablecoins était un vrai sujet. Ils entrevoyaient toujours ça sous l'angle de Libra, alors même que le texte, en fait, tel qu'il a été voté, permettrait un Libra aujourd'hui qui a été interdit qui a interdit formellement. La pression était tellement importante par le régulateur et le politique américain qu'il a été abandonné. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, la loi française, la loi européenne aurait permis l'émergence d'un Libra. Mais donc, il y a une vraie inquiétude sur la question de la monnaie, qui est-ce qui l'émet, dans quel cadre, avec quel ratio, etc. Et puis derrière, oui, il y a ces objets. Ce qu'il faut, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette technologie, en tout cas ses impacts, et comment la décrire de manière très simple, c'est que la blockchain, elle permet, pour tout titre, que ce soit un titre monétaire, de la monnaie, ou un actif financier, ou un droit de créance, ou un droit etc., elle permet de le détenir en compte propre. C'est juste. C'est en fait le changement aujourd'hui essentiel. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui ce qu'est la banque, en fait, elle a une rente, elle a un monopole. Vous n'allez pas stocker, déjà vous ne pouvez plus parce que maintenant c'est difficile d'avoir du cash, mais vous n'allez pas stocker 1 million chez vous en cash, c'est peu probable, sous votre matelas. Vous allez le mettre en fait dans une banque. Et aujourd'hui, elle est le réceptacle des dépôts. Vous êtes obligé de passer par la banque. Et vous n'avez plus qu'une créance sur cette banque. Donc vous n'avez jamais en fait la pleine possession de cet argent. Au-delà de ça. Et cette technologie, ce n'est pas être libertarien que de dire en fait qu'elle redonne en fait de la souveraineté à l'individu. Si l'individu décide en fait de ne plus déposer son argent ou de franchir une frontière d'un pays sans avoir demandé la dédomiciliation, la redomiciliation par exemple de ses fonds dans une autre banque, dans un autre pays, il peut tout à fait avoir 1 milliard sur lui et passer la frontière. Et je pense que il doit déclarer. Non, mais ça. Après, il y a tout ce sujet-là, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le débat politique, la question de la propriété privée, du rapport à l'argent, je pense, n'a pas été suffisamment abordée. Et moi, je trouve, pour autant, je ne suis pas un libertarien, je défends toujours cette sacro-saint intérêt général, défense de la partie la plus faible, etc., de l'investisseur et du consommateur en général. Je trouve que le chemin que nous empruntons sur les politiques AML, sur tout le contrôle des flux, etc., pour une minorité, devient même très restrictif du droit de propriété. Quand je vois parfois ce que les banques, parce qu'elles ont une pression, et donc c'est un système en tout et pour tout, c'est pas simplement une banque qui décide, voilà, mais de contrôler les transactions, parfois de demander des justificatifs sur de l'argent qui appartient en fait aux détenteurs. Ouais. Pardon, mais cet argent, elle est gagnée, donc il nous appartient. Voilà. C'est comme si aujourd'hui on vous demandait pour entrer à une maison 3 fois votre pièce d'identité, votre domicile, etc. C'est votre propriété privée. Donc à un moment, il faut savoir aussi l'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rentré un peu dans une logique contraire où pour éviter un faible risque, parfois terroriste ou sécuritaire, etc., on en est à poser des contraintes extrêmement fortes aux acteurs de la finance. Et je pense que parfois, ça va un peu trop loin. Très bien. Écoute, merci. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste te poser une dernière question avant que tu nous parles de tes prochaines étapes, si tu veux en parler. C'est comment, justement, tout ça va évoluer. Donc, on sent quand même une certaine... déception de ton côté, je ne sais pas si je peux parler de déception, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Il n'y a pas eu suffisamment de débats et on ne s'est pas suffisamment gratté la tête pour penser à un texte plus novateur. Comment ça pourrait évoluer concrètement ? Donc on disait que la DeFi était partiellement ou pas inclus. Est-ce qu'on pourrait envisager un MiCA 2 ? Je crois qu'il a d'ailleurs été annoncé. Ce qui est paradoxal, c'est plutôt la présidente de la Banque centrale, Madame Lagarde, qui l'a annoncé, alors que ça devrait plutôt être les instances politiques qui l'annoncent. Mais il y aura un MiCA 2 très certainement sur plein des aspects, parce que de toute façon l'écosystème va continuer à avancer. Il y aura des cas d'usage qui n'ont pas été pensés, qui sont peut-être nouveaux, qui ne seront pas simplement une translation en fait de la finance traditionnelle. Donc on va devoir en fait inventer de nouveaux cadres. Ça c'est certain. Non, la déception, elle n'existera que si
malheureusement, le présage et surtout l'histoire qui nous a été enseignée sur Internet se répète en Europe, que nous soyons en fait tout simplement les consommateurs des produits américains ou des produits asiatiques, et parce que nous n'avons pas su en fait se saisir d'une opportunité, ce que je le vois comme tel, qui fait que la croissance de demain, qui va être de plus en plus difficile à aller chercher, elle ne se fait que par l'innovation, et que si en fait on laisse les autres innover, on ne sera qu'en fait spectateur ou consommateur, et qu'après on aura beau faire des pieds et des mains pour réguler les acteurs, les fiscaliser sur notre territoire et leur demander d'appliquer en fait les règles qui sont issues de notre propre culture, on sera bien en peine. Triste sort. Non, mais il faut toujours être optimiste. Il faut se battre, et c'est pour ça qu'il faut que, moi je le dis toujours aux acteurs et aux entrepreneurs, restez en France et battez-vous en France et essayez de convaincre en France. Voilà. En Europe. Merci Pierre. Alors je termine toujours sur 2 questions. La première, libre à toi d'en parler, c'est tes prochaines étapes. Et sinon, une recommandation de bouquin. J'ai pas encore annoncé ce que je ferai, donc je ne l'annonce pas maintenant, mais je repars dans le privé, donc ce sera dans le privé, ce sera dans le secteur. Je vais pas me cacher. Je pense donc on se reparle. Avec grand plaisir. Moi, je vois ça aussi comme étant la suite pas d'un combat, mais d'un objectif politique. Je pense que ce secteur sert les intérêts européens, donc il faut le défendre. Le bouquin, ça dépend. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un bouquin? Écoute, je demande toujours à nos invités de nous recommander un livre, parce que en fait, j'adore lire. D'accord. Donc rien à voir sur les cryptos. C'est plutôt une source d'inspiration pour moi. Écoute, ça va de Stefan Zweig à The Bitcoin Standard. Les invités sont toujours très, je dirais, créatifs. Donc, sens-toi libre. Alors, en fait, moi, alors, ce sera pas du tout crypto dans ce cas-là. Non. C'est pas obligé. Non, ça peut être un film, un podcast. Non, les abeilles grises, c'est un livre sur l'Ukraine, pays auquel je suis extrêmement attaché, où je suis retourné encore récemment, etc., qui est très à la pointe en matière de crypto, et qui avant la guerre et l'invasion avait travaillé sur son cadre législatif avec beaucoup d'ambition. Les abeilles grises, c'est donc en fait un récit qui se passe dans le Donbass, pré-guerre, mais en fait pré-guerre de 2022, mais guerre quand même de 2014, post-2014. Et c'est un excellent roman. Super. Merci beaucoup Pierre. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.